commenter, analyser, décrypter l'actualité. Voilà ce que nos invités vont faire tout à l'heure. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. C'est une édition, la toute première de la semaine, la revue des grandes unes sur Equinox Télévision. La presse est disponible en kiosque également ce matin. La nouvelle expression parle de crise sociopolitique, un forum international sur le Cameroun. C'est le grand titre de la nouvelle expression qui explique par la suite qu'afin de trouver des solutions pour un retour au calme au pays de Paul Biya, un communiqué de presse annonce la tenue d'un sommet d'anciens chefs d'État d'Afrique. C'est à lire en page 3 du journal. Le même journal parle également du décès de Maître Swab Sylvain, les doutes des avocats du MRC, d'ailleurs le collectif de la défense de cette formation politique et de ses alliés assure que les circonstances troubles ou troublantes d'ailleurs encadrent bien sûr cette disparition. C'est un dossier à lire de la page 6 à la page 7. Le même journal parle d'insécurité à l'école. Emmanuel Konkengwaba parle, il faut donc doter les surveillants généraux et des secteurs de compétences en matière de maintien de sécurité dans les établissements scolaires, dit l'enseignant. C'est en page 5. On parle aussi du Chan 2020. Douala veut réussir son pari avec notamment les recommandations qui ont d'ailleurs été données lors de la cérémonie d'installation des membres de la commission technique du site de Douala. C'est à découvrir également dans le journal ce matin, la nouvelle expression. Le Messager, pour sa part, parle des législatives et municipales. La tête de Jean Kouété mise à prix, c'est le journal qui le dit. Donc, des militants appellent au départ du secrétaire général du comité central, accusé d'avoir participé à l'exclusion des symboles du parti pendant les investitures. C'est dans le journal en page 3. Le journal parle également de violences en milieu scolaire. Tous coupables, c'est le journal qui précise dans un dossier de la page 6 à la page 7. Le quotidien Le Messager de ce matin, on parle aussi d'une enquête administrative ouverte, donc parlant du décès des maîtres Swab. Aussi d'autres informations à lire dans le journal Le Messager de ce matin. Toujours en kiosque aussi, on va découvrir le journal L'Équation qui parle de remise des vœux au ministre des Transports, des perspectives d'une année pleine de défis. Le journal fait savoir que le ministre des Transports a été sur tout le front carrément au cours de l'année qui s'est achevée et s'est doté également des défis pour cette année 2020, avec également des défis à relever qui sont donc dans l'ordre de son département ministériel. C'est à lire dans le journal. On parle aussi de mobilité urbaine donc à Douala. Le journal fait savoir que l'important don du président de la République à découvrir dans le journal ce matin. Des chantiers sont en cours depuis quelque temps dans la capitale économique. Le journal parle également de trajectoire avec les gouverneurs qui ont d'ailleurs marqué l'année 2019. Il y a bien entendu Midi Awabakari, le gouverneur de la région de l'extrême nord, à lire dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Mutation parle de décentralisation. Les chefs de traire, c'est le titre également de ce journal, pour parler également des responsabilités des uns des autres dans le cadre de la décentralisation. Il s'agit notamment des préfets, gouverneurs et autres qui vont donc gérer pratiquement sous cap ce qui se déroule dans des communes, des collectivités. C'est le journal qui propose le dossier ce matin, qui parle aussi du décès de Maître Sylvain Swab et une enquête ouverte désormais. C'est dans le journal Mutation de ce matin. Le quotidien Le Jour parle de ce même décès de Maître Swab. Des avocats exigent des explications. D'ailleurs, ils se sont exprimés au cours d'un point de presse vendredi dernier à Yaoundé. Le journal parle également des préparations donc du Chan 2020. Que font les Lions A prime à Douala? C'est une question. Ces derniers n'ont pas pu jouer une rencontre ce week-end, encore moins au courant de la semaine qui commence. Aucune rencontre n'est prévue. C'est le journal qui le dit également. Ce matin, vous aurez l'occasion de parcourir le numéro en kiosque. Les du Sahel s'intéressent à l'enseignement supérieur. Abdoulaye Babalé défie Famendongo et le journal le dit, avait également des raisons, des précisions en page 3. Le journal parle aussi des pénuries des anti-tuberculeux qui sont donc aujourd'hui observées. Cette pénurie qui est également observée dans le calvaire des hôpitaux et même des malades en ce moment et même depuis quelques temps donc à découvrir dans le journal, qui parle également des 6 morts dans une attaque de Boko Haram dans la localité de Gansé. C'est dans le Septentrion. Le journal a d'autres informations à lire. Émergence parle du décès de Maître Sylvain Swab. Les avocats et l'ordre des médecins sonnent la charge. C'est le journal qui précise donc cette information. Je vous invite à lire l'information en page 3. Le journal parle également de Tibor Nagui. Les populations du nord-ouest et du sud-ouest doivent donc prendre le contrôle de leur propre vie. C'est également contenu dans le journal ce matin. L'essentiel, Cameroun parle de violences scolaires.
avec l'école de tous les dangers depuis quelques années. Donc, on peut observer des images également proposées par le journal dans le numéro de ce matin qui parle également du CHAN 2020 et de la CAN 2021. Ahmad sanctifie Paul Biya, c'est ce que le journal nous propose ce matin. Le journal Le Soir hebdomadaire qui en kiosque s'intéresse au port de Douala avec les Camerounais d'abord d'accord pour les 357 milliards de francs CFA de la Suisse, et donc cet argent est aussi contenu pour dire que il faut négliger un peu ce que propose Bolloré, 65 milliards. Donc c'est le journal qui propose également l'information ce matin. Le journal parle de la lettre ouverte des chercheurs du ministère de la Recherche scientifique qui interpellent notamment Paul Biya dans le cadre de leur façon de travailler et de leurs conditions de travail. En même temps, on observe qu'ils sont décidés, tout au moins, à savoir quelle est dans leur vraie situation. C'est dans le journal Le Soir hebdomadaire de ce matin. Le journal Cameroun Tribune parle des préparatifs de la campagne électorale. La dernière ligne droite, c'est le journal qui propose, avec notamment l'acheminement du matériel d'électoral dans des circonscriptions électorales. C'est le journal qui propose le dossier avec d'autres informations que je vous invite à lire dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. Le quotidien de l'économie qui est également en kiosque s'intéresse aux législatives municipales du matériel électoral imprimé plutôt en Belgique. Et donc parlant notamment de la commande qui a été faite, qui est passée donc et qui intervient aujourd'hui et qui devrait d'ailleurs améliorer les conditions de vie des imprimeries du Cameroun, mais jusque-là, rien n'a été fait. Beaucoup sont donc au chômage. C'est précise d'ailleurs le journal ce matin. Le journal qui parle également de gouvernance, performance et santé financière des entreprises et établissements publics passés au scanner. C'est dans le numéro disponible en kiosque ce matin. Intégration s'intéresse toujours dans les régions anglophones au Cameroun, parlant de l'équilibre, de la terreur électorale, avec notamment ce que propose le numéro de ce matin. Parlant de cette actualité, je vous invite donc à parcourir le dossier proposé par le numéro disponible en kiosque. C'est donc l'actualité toujours dans la presse ce premier jour de la semaine. Et déjà, nos invités sont déjà sur ce plateau pour commenter l'actualité. Bonjour Thierry Niopé. Bonjour Flavie Dongo. Bonjour également aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Je n'oublie pas Charles Ngafongan que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir ce matin. Merci. Charles est avec nous. Bonjour Charles. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Kinos Télévision. Merci d'être là également. Ce lundi, la presse propose des sujets aussi intéressants que je vous invite à lire. Parlant de la crise sociopolitique, la nouvelle expression parle d'un forum international sur le Cameroun qui va regrouper les anciens chefs d'État d'Afrique pour chercher à trouver des solutions aux multiples crises qui secouent non seulement l'Afrique, mais beaucoup plus les régions anglophones du Cameroun. Oui, on ne saurait jeter le bébé avec l'eau du bain. Il est clair que la situation au Cameroun est assez préoccupante. On parle quand même de plus de 3000 morts, même quand les chiffres varient en fonction du bord où on se trouve. Mais toujours est-il qu'il y a eu également beaucoup de déplacés. Aujourd'hui, quand on fait le tour des régions anglophones, il est clair qu'on cherche quand même âmes qui vivent. Et il est davantage question de mobiliser des énergies pour que le calme et le retour, la paix, soit quelque chose d'assez périn, parce que tant qu'on n'assiste pas à ce retour-là, la vie ne peut pas reprendre droit de cité de ce côté. Et n'oublions surtout pas que les régions anglophones, notamment le sud-ouest, regorgeaient quand même assez de ressources, notamment l'une des meilleures entreprises après l'État du Cameroun, la CDC, qui est aujourd'hui en banqueroute. Il est question pour le gouvernement de la République de donner du sang neuf, de réinjecter de l'argent dans cette entreprise qui était quand même le deuxième plus grand employeur du Cameroun après l'État. Au-delà de la CDC, toutes les autres entreprises ont pratiquement fait faillite. Donc il faut accompagner, encourager et surtout soutenir le gouvernement de la République qui a fait des efforts assez importants dans le cadre de la résolution de cette crise. On ne le dira jamais assez, mais il faut aller au-delà. Tout le monde sait que le grand dialogue national a quand même donné des pistes de sortie à les pistes de sortie de cette crise. Et aujourd'hui, on attend l'implémentation sur le terrain. Il y a des résolutions qui ont été prises. Aujourd'hui, on attend que l'on passe de la parole aux actes. Au-delà de tout ce qui a été fait au niveau de la décentralisation, il faut peut-être attendre. Et puis, l'élection législative et municipale qui s'annonce, qui se profile à l'horizon le 9 février. On parlera des élections tout à l'heure, mais simplement, je voudrais qu'on reste davantage sur le site de la nouvelle expression et qui nous rappelle quand même, ou qui nous informe qu'à travers notamment un communiqué, qu'il y a des anciens chefs d'État
africains qui vont se réunir pour essayer de trouver des pistes de solutions aux multiples crises qui secouent l'Afrique. C'est une plus les régions anglophones. Oui, c'est une information qui intéresse les Camerounais. Nous sommes tous épris de paix, nous voulons tous la paix. Donc si les anciens chefs d'État pensent qu'un forum peut ramener la paix au Cameroun, c'est une très bonne chose. Nous l'accueillons avec joie. Mais maintenant, moi je comprends ici que le grand dialogue national n'a pas été... Non, toutes les initiatives sont les bienvenues. Le grand dialogue a planté le décor et il y a des résolutions qui ont été prises qui commencent à être implémentées, mais nous n'avons pas l'assurance que quand bien même elles seraient implémentées, on va retrouver la paix. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte désormais du contexte. La réalité, c'est qu'il y a une économie de guerre qui est née et qui prospère. Aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui est décédé dans la région francophone et que vous allez amener le corps au village, vous êtes censé payer un certain tribut à ces ambazoniens, ce qu'on appelle ces leaders ambazoniens. Pas les leaders, ceux qui sont autoproclamés là-bas leaders. Il y a encore le week-end dernier, je devais enterrer une belle-sœur. Là, il a fallu au départ envoyer à ces gens 120 000 francs qui sont identifiés. Il y a des gens qui vous disent pour que le deuil ait lieu dans cette concession, vous payez tel montant. Mais une fois que la dépouille est arrivée, ils ont estimé que ce qui avait été envoyé était insignifiant. Il a fallu compléter encore 50 000 francs pour atteindre 170 000 francs. Et de tous ceux qui sont arrivés au deuil, ils venaient identifier qui était celui qui leur restait. Voyez-vous? Donc il y a des gens, donc il faut donc tenir compte du contexte. Et il y a des sites de ceux qui sont à Yaoundé qui payent parfois jusqu'à 600 000 francs. Il y en a qui payent des millions pour que la dépouille d'un de leurs arrive dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc il faut tenir compte de la réalité aujourd'hui. Quand on va aller, les gens chefs d'État vont s'asseoir, discuter de ce qui a été à l'origine de la crise, mais maintenant tenir compte du contexte pour apporter la solution. Car aujourd'hui, il y a des personnes qui transforment ces situations-là en situation de rente et qui prélèvent des prébendes et qui ne sont pas prêts à laisser tomber cela. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les véritables leaders, est-ce qu'aujourd'hui, ici, c'est quoi, Ayuk Tabé a encore, je ne sais pas, la maîtrise, la même mise sur tous ces groupes armés qui opèrent au nord et au sud-ouest. Donc, je souhaite effectivement que ce forum puisse apporter une solution, mais il faut que ce forum prenne en considération les éléments du contexte, la réalité sur le terrain. Voilà, c'est ce que le journal propose ce matin, parlant de ce grand rendez-vous, en tout cas des anciens chefs d'État africains, pour parler notamment de ce qui doit être fait dans la recherche, bien sûr, des solutions aux multiples crises qui secouent non seulement le Cameroun, et bien sûr d'autres pays d'Afrique. Et là, on va parler d'autre chose. Vous voulez dire quelque chose à propos? Non, juste pour souligner quand même que c'est un très grand rendez-vous, parce que au-delà des chefs d'État africains, il y a beaucoup de Camerounais qui seront également invités à cette grande messe qui aura lieu, je crois, d'ici avril 2020. On annonce près de 500 Camerounais qui devront prendre part à cette grande messe, les organisations non gouvernementales, les membres de la société civile, les Camerounais de tous bords, mais également des politiques, pour discuter justement. En fait, c'est dans le même sillage que le grand dialogue national initié par le chef de l'État. Il serait davantage question de mobiliser toutes ces énergies pour comprendre exactement qu'est-ce qui se passe au Cameroun au-delà des régions anglophones, parce que j'ai toujours dit, la crise n'est pas seulement dans les régions anglophones. N'oublions pas qu'au niveau que dans le Grand Nord également, Boko Haram continue, même comme ce sont des envolées assez disparates, mais continue quand même à s'aimer la terreur de ce côté. Il y a également du côté de l'Est, où les rebelles de la Séléka, même comme toutes ces velléités ont été réduites à la portion congrue, mais qui sont quand même là. Il faudrait que tous les Camerounais se mobilisent pour que le calme et la paix reviennent définitivement au Cameroun, parce que quand un pays va mal, il est clair que c'est l'économie qui va à la traîne, c'est tout le monde qui va mal, parce que cela fait générer des déplacés internes. Donc cette mobilisation est à suivre avec beaucoup d'intérêt. Je crois que nous devons davantage nous impliquer à ce niveau pour que cela soit fait. Et même, pourquoi pas le gouvernement devrait, pourquoi pas continuer à réfléchir pour voir quel est l'apport même de ceux qui sont incarcérés dans nos différentes prisons dans le cadre de la résolution de cette crise, parce qu'on ne le dira jamais assez, l'apport de Sissoko Ayuk Tabé, toutes des personnes qui ont été incarcérées dans le cadre de la crise anglophone, peut être assez intéressant, vivement que toutes ces pistes soient élaborées, soient parcourues pour que on ne parle plus
de crise du côté des zones, des régions anglophones. Ok, l'article est en page 3 du journal La Nouvelle Expression. Le messager de ce matin parle des législatives et municipales avec la tête de Jean Kouete qui est dans mise à prix. C'est le journal qui propose, parlant des militants qui appellent au départ du secrétaire général du comité central à cause ou à la suite notamment de ce qu'on a pu observer lors des investitures, des éclats de voix. Les militants sont pleins, ceux qui ont été lésés parce qu'il fallait quand même respecter un certain nombre de critères. Moi, je crois que c'est la cuisine interne d'un parti. C'est-à-dire que je vois pourquoi est-ce que les confrères décident de nous l'imposer. C'est la cuisine interne d'un parti. Nous sommes à la veille d'une élection assez importante pour les citoyens, car les élections municipales et législatives, notamment municipales, sont celles qui impactent le plus sur le devenir des populations. Donc, on leur s'y intéresse qu'on essaie d'interroger le bilan des maires, mais voyez-vous, c'est à cela que les citoyens attendent, pour savoir, pour le moment venu, pouvoir choisir en toute âme et conscience. Les projets seront à partir du 25 présentés à la population, mais il faut déjà qu'on intéresse ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu un bilan, que les uns et les autres présentent le bilan. Ce bilan-là, nous aurons intéressé. Mais maintenant, voilà nous enfermer dans la cuisine interne du RDPC où il y a des mécontents. Dans tous les partis, il y a des mécontents. Hein. Parfois même, la position des uns et les autres sur la liste crée des mécontentements. Quand les gens se disent, bon, si on arrive à une majorité relative, si moi j'étais en position, je ne serais pas conseiller municipal. Donc, dans tous les partis, il y a cela. Mais maintenant, dans le RDPC, on en est habitué aussi. Hein. C'est un parti où il y a toujours des tripatouillages. Vous savez très bien que les gens qui imposent, il y a des trafics d'influence. Donc, on n'est pas surpris. J'ai envie de dire que c'est un disque rayé. C'est ce qu'on voit aujourd'hui là. La même lecture? Oui, c'est vrai quand même qu'on se serait attendu à ce que l'on aille au-delà de la simple... de cette titrage, parce que Charles l'a dit, nous sommes à l'heure des bilans. Nous sommes à l'heure des bilans. Qu'est-ce qui a été fait par les différents élus dans les collectivités territoriales décentralisées au niveau de ces mairies? Qu'est-ce que le maire de tel arrondissement a fait par rapport à sa population? Parce que avant d'aller à la conquête des suffrages populaires, parce que on a dit, l'élection municipale est quand même l'élection la plus directe, qui touche directement le développement communautaire. Il faudrait bien savoir sur le plan, pourquoi pas, du reprofilage par exemple des routes, qu'est-ce qui a été fait. On a d'ailleurs vu le maire de la commune d'arrondissement de Douala 3e pour ce qui est de la région du littoral, revenir sur son bilan. Il a sorti tout un ouvrage, tout un magazine dans lequel il revient sur les projets qui ont été faits, sur ce qui reste à faire. C'est la raison pour laquelle il veut d'ailleurs remplir. J'en profite même, peut-être la presse n'en a pas suffisamment fait large écho, parce que cela a été fait avant, mais pas après. Du côté du Consamba 3e également, la liste du RDPC au municipal a également été remise en compétition au terme d'une procédure judiciaire suffisamment bien menée et bien encadrée par les avocats de cette formation, par les avocats du RDPC, notamment Maître Tegueb. Il faut souligner quand même que la bataille sera assez rude, mais les élus sortants devraient faire des efforts pour mettre à la disposition des populations leur bilan, et également les journalistes doivent, je crois que c'est également ça, leur devoir, aller au-delà du quotidien pour questionner les actes, pour questionner les réalisations, les actions qui ont été menées par rapport au projet de société qui avait été brandi en 2013. Qu'est-ce qui a été fait en 2013 jusqu'à ce jour? Vivement que nous questionnons davantage ce qui a été fait. Alors, le titre de Le Messager ne tient pas la route selon vous? Je n'ai pas dit qu'il ne tient pas la route. C'est un titre... le moment n'est pas choisi pour un pareil titre. C'est un choix délibéré, mais on aurait pu aller plus loin. Jean Kouete, il est clair que cela ne date pas d'aujourd'hui, cela date de la présidentielle, avec, vous connaissez, avec l'entrée en scène de la manière la plus ostentatoire du mouvement pour la renaissance du Cameroun. On avait accusé Jean Kouete d'avoir roulé pour l'élite Bamleke, considérant le professeur Kamto comme étant Bamleke, donc il aurait manœuvré pour que le MRC gagne là où le RDPC devrait le faire. Sa tête avait été mise à prix, avait-on appris dans les journaux. Aujourd'hui, c'est la même rengaine. En réalité, cela n'intéresse pas plus
plus qu'avant. Il est davantage question de savoir au niveau des législatives, qu'est-ce qui a été fait. En parlant des réalisations, des promesses tenues, est-ce que ces promesses ont été tenues ou pas? De toute façon, c'est l'heure du bilan en même temps, et que le titre du quotidien Le Messager n'est pas, en tout cas pour l'instant, ceci à vous entendre bien sûr. Alors, vous avez évoqué le cas des municipales et législatives pour la mairie de la 3e par exemple, pour ce qui est des législatives, et que le Social Democratic Front veut repartir après avoir fait un bilan. Vous avez vu son bilan? Oui, moi j'ai assisté à cette conférence de presse, ce point de presse, au déjeuner de presse organisé par le maire Kwabnang. Et j'invite les autres maires à suivre cet exemple. Et il a présenté un bilan qui est somme toute discutable. C'est-à-dire que les journalistes ont la latitude d'aller le questionner auprès des populations. Mais au moins, il a pu présenter un bilan et il y a des perspectives qui ont été annoncées. Donc nous souhaiterais, comme l'a si bien dit Thierry ici, que les autres en fassent de même. Et comme vous avez dit, qu'on s'appuie également sur le projet de société qui avait été déroulé bien avant d'être élu, pour voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Je crois qu'il est sur la bonne voie, mais maintenant, comme j'ai dit, tout ce qui a été présenté, ce bilan, il est questionnable. Voilà. Alors, donc, on peut lire tout ça dans la Nouvelle Expression et le quotidien Le Messager ce matin. Le journal Mutation parle de décentralisation avec les chefs des traires. Voyez-vous, on parle des préfets, gouverneurs et autres qui ne vont pas laisser tranquilles les maires dans leur gestion. En réalité, vous savez que la gestion des collectivités territoriales décentralisées est assez codifiée. Il faudrait peut-être, et c'est pour cette raison que beaucoup avaient espéré que la nouvelle loi sur les deux lois qui ont été modifiées autour de cette décentralisation-là devrait davantage mettre plutôt les élus locaux devant leurs responsabilités, mais il est clair que les législateurs n'en ont pas suffisamment voulu. Il y a des maires qui vont continuer quand même à collecter des taxes. Il y en a quand même une cinquantaine que beaucoup ne connaissent pas, et rares sont les maires qui vont jusqu'à collecter une dizaine de taxes seulement. Beaucoup se limitent parfois à la taxe sur l'hygiène et salubrité, sur l'occupation temporaire de la voie publique, sur les frais sur les tickets de marché, alors qu'en réalité, il y a beaucoup à faire à ce niveau, et il faudrait que les élus locaux soient, pourquoi pas davantage sensibilisés, formés pour leur permettre d'avoir suffisamment de moyens pour mettre en branle toute leur politique, parce qu'il est clair que pour gérer une collectivité territoriale décentralisée, il faut compter, il faut avoir beaucoup de ressources, et le législateur a prévu un certain nombre de taxes, et c'est vrai quand même que parfois le compte administratif est toujours soumis à l'approbation des préfets. C'est pour ça qu'on continue à croire que les préfets ont une mainmise dans la gestion des collectivités territoriales décentralisées. Je vous rappelle même que dans certaines mairies, il y a des enveloppes qui sont exclusivement réservées à l'entretien des domiciles de ces sous-préfets, parfois même des préfets. Il y a de l'argent qui est déboursé lors des installations des préfets et des sous-préfets, ce qui n'est pas normal, parce que cet argent devrait être plutôt réinjecté dans le fonctionnement de la mairie, dans la gestion de la collectivité territoriale décentralisée, dans le reprofilage des routes notamment, dans l'encadrement des centres de santé, pourquoi pas la création des points d'eau potable. En réalité, il y a l'électrification de proximité, il y a beaucoup de choses qui devraient être faites à ce niveau. Donc, que les maires soient davantage outillés et comprennent que le sous-préfet qui est territorialement compétent pour ce qui est des collectivités territoriales décentralisées, le préfet qui est chargé de veiller à ce que le compte administratif soit effectivement celui-là ou implémenté sur le terrain. Il faudrait que toutes ces personnes travaillent en symbiose, mais surtout que le Camerounais lambda au niveau de la base soit pris en compte. D'accord, ressente bien entendu quelque chose de positif dans son panier. Alors, donc, le titre de Mutation ce matin, qui s'intéresse à la décentralisation, les chefs des traits. Moi, je pense que le message, je pense que l'Invitation a vu juste. Et autres, épuisés. Mais je crois qu'ils ont une mutation à vue juste. Et mutation nous a habitués à des titres qui demandent d'avoir un petit confort intellectuel pour bien le comprendre. Et là, c'est juste. Et je vais rebondir ce que Thierry Niopé a dit ici sur ce plateau. Effectivement, les exécutifs communaux doivent comprendre que les maires, c'est-à-dire les préfets, ces administrateurs municipaux-là, n'ont qu'un rôle d'observateur. Non, là, c'est un abus qui continue à prélever de l'argent dans les caisses de la mairie pour les soutenir. Non et non. Ils n'ont absolument rien. Rien ne leur oblige. Donc aujourd'hui, on dit au nom des installations, et nous disons, même dans les conseils municipaux, les préfets qui assistent aux sous-préfets sont des observateurs.
Et une fois que le compte administratif, il n'a pas l'opportunité de bloquer un compte administratif. Non. Et quelques mois après, s'il ne l'a pas signé, mais le maire a des possibilités, il y a des voies de recours pour avancer. Nous disons qu'il y a une loi qui existe, mais il y a des gens qui en abusent au niveau de l'application, notamment, vous voyez, tous ceux qui sont sortis de l'INAM, qui pensent qu'ils sont des super administrateurs. Donc il y a un véritable problème. Il est temps que les communaux qui vont prendre la place, qui seront élus à partir du 9 février, prennent cela en considération. Que ceux-là qui sont là, qui se connaissent des véritables chefs de train, non, il faut que ça arrête. Vous êtes là comme observateur, et un observateur ne décide pas. Vous n'êtes pas, ils n'ont pas l'obligation, il observe. Il n'a même pas des avis à une mère à ce moment-là, il n'a pas des avis dans un conseil, il n'a pas à se prononcer. Quand il arrive, on sait qu'il est là, il valide, il prend acte de ce qui s'est passé pour dire qu'effectivement, il y a eu un conseil, c'est tenu tel jour, voyez ce qui en a été décidé. Et maintenant, si à la fin, quelles raisons ont été suivies ou pas, il prend acte. Celui qui est content devant la population, c'est l'exécutif communal. C'est les conseillers eux-mêmes. Celui qui doit répondre en tant qu'opportun devant les tribunaux, c'est encore l'exécutif communal et le conseil municipal, s'il y en a qui a été responsable de la gestion financière. Donc, il est temps, je pense que le titre de mutation est la bienvenue, que ceux qui vont être élus prennent en compte le fait que c'est eux qui sont condamnés dans la population. Le sous-préfet, le préfet n'a absolument rien à voir avec la gestion de la mairie. La preuve, l'agent justement qui est prélevé n'entre véritablement pas dans ces différents comptes administratifs. C'est-à-dire, il faut parfois beaucoup plus de transparence pour trouver des maires qui ont le courage d'inscrire dans leur compte administratif que tel montant a été déboursé pour l'installation du sous-préfet ou du préfet. Tel montant a été déboursé dans le cadre d'une aide demandé par le sous-préfet, mais en réalité, ça ne devrait plus exister parce que Charles a dit, ces maires sont comptables devant la population, la preuve. Ils sont à la conquête des suffrages universels. Il faut faire le bilan, en fait, d'ici le 9 février. D'accord, rendre compte à cette population-là qui attend les retombées de la gestion des mairies et autres. Alors, donc, on peut lire ce que le journal Mutation propose ce matin avec les chefs de traire parlant de la décentralisation. Et là, il y a le quotidien Le Jour de ce matin qui parle du décès du maître Sop. Des avocats exigent des explications. Voyez-vous, plusieurs tabloïds sont revenus sur ce sujet. Et il y a la nouvelle expression qui parle donc des dons, les doutes des avocats du MRC, le collectif de la défense, qui aujourd'hui estime qu'il faut davantage voir clair sur les circonstances troublantes même qui encadrent cette disparition. Bon, je pense que les avocats savent si bien défendre leurs intérêts, mais quand on est avocat, il ne suffit pas de défendre ses propres intérêts, mais défendre les intérêts des citoyens de la République. En 2008, il y a eu une modification de la Constitution. Nous, on n'a pas vu les avocats se mobiliser pour empêcher cela. Il y a eu beaucoup de situations dans ce pays. Vous avez vu parfois des jeunes qui ont subi des exécutions, on peut dire, qui ont été en l'espace de quelques mois 3000 jugés, alors au Cameroun, on sait le temps que cela, mais après, on n'a pas vu les avocats se mobiliser véritablement. Il y a des problèmes dans ce pays où on ne voit pas les avocats véritablement se mobiliser. Mais quand il s'agit d'un avocat, ok, on a pu le voir également, comment ils ont bloqué l'appareil judiciaire, pendant qu'ils ont décidé de bloquer l'appareil judiciaire il y a quelques temps encore. Donc, c'est bien une très bonne chose, mais il ne faut pas qu'ils se limitent seulement à eux-mêmes. Sinon, je dirais qu'ils sont égoïstes et voire même égocentriques. Il faut qu'ils aillent au-delà. Il y a beaucoup de Camerounais qui meurent dans des circonstances troublantes, questionnables, mais on n'a pas parfois vu ces levées de boucliers. Mais au-delà de tout, il est normal qu'ils émettent des doutes quand on sait très bien dans quelles conditions cet avocat, ce brillant avocat est passé de via trépas. Il est normal, mais je dis, il y a un process. Quand vous démarrez de doutes au niveau administratif, le ministre de la Santé a la responsabilité en instruire une enquête, une enquête administrative. Et vous pouvez saisir la justice, demander qu'une autopsie soit faite. Les avocats savent exactement ce qui doit être fait. Maintenant, si on décide de faire de la surenchère dans la presse, j'ai envie de dire que c'est véritablement de la surenchère, on peut les comprendre. Montrer qu'ils sont solidaires, qu'ils savent si bien se défendre. C'est la corporation, on voit dans toutes les corporations. Oui, nous apprécions bien cela, mais nous disons que les Camerounais sachent qu'il y a quand même un process, il y a une façon de procéder, les avocats le savent très bien. Thierry? Oui, je crois que presque tout a été dit au sujet du décès de Maître Sop. Malheureusement, le Cameroun perd un brillant homme de droit qui s'est illustré, notamment qui a été reconnu du grand public lors du contentieux post-électoral pour ce qu'est la présidentielle d'octobre 2018. Il est clair que on espère que toute la vérité sera faite autour de
de ce décès tragique. Mais il faut quand même dire que pour ceux qui ont écouté l'émission de, je crois, La Vérité en face, hier soir sur Equinox Télévision, avec le professeur Baïbek, je crois, tout a été dit à ce niveau. On ne peut pas, à ce stade, se prononcer de manière claire sur ce qui a été fait, sur les causes exactes de la mort de Maître Sop. Il y a l'autopsie qui a été demandée, une enquête administrative également du ministre de la Santé a été commandée. Espérons simplement que les résultats seront rendus publics le plus tôt possible, parce que d'aucuns parlent d'erreur médicale, d'aucuns disent le contraire. Qu'est-ce qui a été exactement fait? Les Camerounais veulent savoir exactement ce qui s'est passé, parce qu'on en a profité pour incriminer de manière assez barbare le système sanitaire questionnable du Cameroun, certes, mais je crois qu'on ne saurait mettre en toute la compétence des médecins camerounais jusqu'ici. Le professeur Baïbek l'a souligné, nous avons les meilleurs anesthésistes de l'Afrique centrale et même de l'Afrique. Ils ont été bien formés, et je crois qu'on devrait savoir, une erreur médicale humaine ne saurait incriminer tout le plateau technique, ne saurait incriminer ces hommes et femmes qui travaillent au quotidien pour sauver des vies. Il faudrait que cela se sache. Si c'est un décès, il peut être une erreur humaine ou autre chose. Mais quand on parle d'arrêt cardiaque, tout peut arriver effectivement, même du côté de l'Hexagone, le mois étant à Issa, mais tout le monde sait que tout peut arriver, même à la sortie. C'est-à-dire, vous pouvez dormir et ne jamais vous réveiller, vous pouvez partir à la suite d'un arrêt cardiaque dans votre sommeil, tout peut arriver. On ne peut pas expliquer nécessairement un AVC. Vivement quand même que les enquêtes qui ont été ouvertes nous permettraient de savoir exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a tué Maître Sop? On aurait pu titrer ainsi, peut-être pu comprendre. Non, il est décédé d'un accident de la circulation. Si on prend cela, oui, l'information, on sait qu'il a été victime d'un accident de la circulation et il en est décédé. Donc, c'est cela. Mais maintenant, comme on a dit, il y a des enquêtes. De l'accident? Non. Bien entendu, après. Oui, bien entendu, après, quand vous avez un accident, si vous êtes dans un centre hospitalier, cela veut dire que vous n'êtes pas sorti indemne de cet accident. Donc, c'était la suite logique. Bon, maintenant, comme on a dit, on attend ce que les enquêtes vont révéler. D'accord. Alors, donc, ce matin également, le journal parle de la nouvelle expression, parle d'insécurité à l'école, comme bien d'autres tabloïds aussi, avec cette sortie d'Emmanuel Koukengouaba, qui est un enseignant, qui fait savoir qu'il faut doter des surveillants généraux et des secteurs de compétences en matériel de maintien de la sécurité dans la plupart des établissements. Je crois que aujourd'hui, bon, c'est vrai que le monde évolue, hein. C'est-à-dire que nous autres qui avons été à l'école, on n'avait pas tout cet arsenal-là que les autres ont aujourd'hui. Je vois que les établissements ont même des barrières, c'est-à-dire des clôtures. Aujourd'hui, par le passé, nous autres, on n'avait pas cela, mais on ne vivait pas ce même pic d'insécurité. Donc, c'est une solution qui est la bienvenue pour quelqu'un qui a fait plus de 20 ans déjà dans l'enseignement. C'est une solution qu'il faut peut-être expérimenter, mais je ne pense pas que c'est cette solution-là qu'elle est magique et qu'elle va immédiatement mettre fin à tout ce qu'on connaît dans les établissements scolaires. Peut-être qu'il faut aller au-delà. Il faut que la communauté éducative qui est constituée des parents, des enseignants, des pouvoirs publics, que tout le monde joue son rôle, tout le monde joue sa partition. Et également que les jeunes aujourd'hui, bon, parce que nous sommes censés ignorer la loi, je pense qu'il faut peut-être qu'on commence à partir de l'éducation civique des gens. Il y a les bribes de droits qui sont enseignés aux enfants. Il faut peut-être qu'on mette davantage l'accent sur cette discipline-là. On donne le primaire, montrer aux jeunes ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Et leur faire comprendre qu'ils sont comptables et coupables de tous les actes qu'ils posent, quel que soit l'âge. Oui, je pense que toute la communauté éducative devrait travailler main dans la main pour que de pareils actes n'arrivent pas. Cela ne sert à rien de doter les surveillants de secteur ou je ne sais pas quoi d'un dispositif sécuritaire pour parer au plus pressé. La preuve, même s'il avait existé, cet enseignant serait mort parce qu'on a utilisé, l'élève en question a utilisé un compas qui est un outil pédagogique pris dans la salle de classe pour mettre un terme à la vie de son enseignant. Donc le surveillant de secteur n'aurait pu rien faire. En principe, on devrait, et peut-être les parents devraient accompagner les enseignants et les chefs d'établissement dans leur mission, parce que quand un enfant est turbulent, tel qu'on a entendu le témoignage de la maman de cet enfant, il est idéal parfois, pour voir idoine,
de dénoncer cet enfant auprès des responsables d'établissement en disant que l'enfant en question est turbulent pour que des dispositions soient prises dès le départ pour l'encadrement de cet enfant-là, parce que le cadre, la manière avec laquelle on éduque un enfant qui est turbulent, qui est violent, ce n'est pas de la même manière qu'on devrait éduquer un enfant qui n'a pratiquement rien à se reprocher. Donc, il faudrait que les parents également dénoncent leurs enfants quand c'est le cas et des dispositions soient davantage prises pour accompagner la communauté éducative dans ce sens-là. Alors, c'est ce qu'on demande généralement aux parents de faire lorsqu'on conduit un élève dans un établissement, que le parent dise un peu comment son fils se comporte pour voir quelle est la méthode à utiliser pour son encadrement, peut-être aussi. Alors, je vous laisse le soin d'aller lire ce que la presse propose ce matin. Je vous dis merci également d'être venu sur ce plateau. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et être au parfum de l'actualité. C'est la première édition de la semaine. La seconde, c'est demain, lorsqu'il va être 9h20 sur Equinox. Je vous souhaite de passer une très bonne journée en compagnie de nos programmes.